l'argent public et l'art, c'est-à-dire la façon dont on utilise mal ou à mauvais escient l'argent public, l'argent, on va dire, du service public, des contribuables, des amateurs d'art que l'on peut être, des visiteurs de musées, occasionnels ou assidus, et la façon dont cet argent, en quelque sorte, est gaspillé, mal géré, dont il fait l'objet de pillages divers et variés, sachant que par ailleurs, le milieu de la culture en permanence se plaint de l'absence de ressources financières, passe son temps à réclamer des augmentations du budget du ministère de la Culture, passe son temps à faire des opérations de marchandisation, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire quand on vend la marque Le Louvre à Abu Dhabi ou quand on décide qu'on va consacrer plus de place à faire une sorte de corner, c'est-à-dire c'est la boutique pour vendre des cartes postales et des reproductions et des tasses avec des mugs avec les plus grands peintres, au lieu de consacrer de l'espace à véritablement l'exposition des œuvres qu'on est supposé conserver. Tout ça finalement ressort d'une même mécanique ou d'une même problématique qui pour moi est véritablement fondamentale, c'est à quoi sert l'argent public au service de la culture? Est-ce qu'il est bien utilisé? Comment est-ce qu'il est géré? De quelle façon est-ce qu'en quelque sorte il ne va pas nécessairement dans la bonne poche au bon endroit? Est-ce qu'il ne faut pas penser, se reposer la question avant de démarrer et de réclamer toujours plus d'argent, de savoir comment véritablement le conserver, le gérer, l'utiliser et mettre en valeur ce qu'on a à notre disposition dans les réserves. Donc c'est pour ça que ça paraît être un propos très, on va dire, multidirectionnel, qui parle un peu, qui s'attaque aussi bien à la marchandisation qu'au pillage, qu'à la gabegie, qu'au vol, qu'au pourrissement, ou à l'oubli complet, ou à l'absence d'inventaire, etc. Parce que tout ça est relié autour d'une seule et même problématique, c'est l'amour de la culture publique, telle qu'on l'a conçue, en quelque sorte, dans cette République qui se veut normalement la patrie des arts et lettres. À refuser en quelque sorte la culture, parce que la culture coûte cher, avant de s'apercevoir, on va dire 2 décennies à peine plus tard, que finalement ce qu'on a refusé en quelque sorte d'un côté, on va devoir le racheter sur le marché 10 fois plus cher. Exemple classique, ce qu'on appelle la dation au paiement. C'est un truc très simple. La dation au paiement, ça permet à des héritiers d'un grand peintre, d'un grand artiste, d'un grand collectionneur de payer l'impôt sur les successions en offrant des œuvres à l'État, en compensant. Plutôt que de faire un chèque, on propose une collection d'art contemporain, moderne ou d'art ancien, peu importe. C'est une vieille tactique qui est prévue officiellement par les textes. Tout le problème, c'est que ceux qui ont le dernier mot sur les dations au paiement pour décider de ce qui est acceptable ou non, c'est Bercy, c'est-à-dire le ministère des Finances. Le ministère des Finances, il préfère les sous à la culture. Sauf que donc on refuse dans l'immédiat, parce que ça ne rapporte pas d'argent, des successions de peintres, des dations, des œuvres, etc. Et puis, eh bien, 2 ou 3 décennies à peine plus tard, on s'aperçoit qu'on a fait une boulette monumentale et qu'il faut absolument récupérer sur le marché ce qui va passer en vente publique et risquer de s'échapper à l'étranger au profit d'un musée étranger ou d'un collectionneur privé, tout ce qu'on avait refusé 20 ou 30 ans plus tôt. Et donc on va payer 10 fois le prix. C'est ce qui s'est passé pour la Vente Breton. Ce qui m'intéressait, c'est que les histoires de gabégie et véritablement de gaspillage ou de pillage même de la culture française et du patrimoine sont protéiformes, c'est-à-dire qu'elles viennent de partout et dans toutes les sphères de l'État. Aussi, elles peuvent être l'effet aussi bien de conservateurs chargés à la Bibliothèque nationale de France de conserver les manuscrits hébraïques et qui les revendent en sous-main donc dans une maison de vente aux enchères à New York. L'intéressé a quand même écopé de 15 mois de prison ferme qu'il a accompli. Le directeur du musée des Beaux-Arts de Nice, qui quand même va pour 4 ans en prison parce qu'il offre des Picasso à ses amis. Ces gens-là ont été heureusement radiés des cadres en quelque sorte, mais ils sont infimes ceux qui passent en justice parce que ce milieu passe son temps à couvrir en quelque sorte, dans une sorte d'omerta générale, à ne pas vouloir se dénoncer. Et donc pour pouvoir monter, moins on fait de bruit sur la gestion passée, moins on fait de bruit sur le bazar et le pillage dont a été victime l'institution où on arrive, mieux on se porte et plus on a de chances de faire une carrière tranquille et complète et peinard. Le milieu par exemple de la diplomatie.
pioche allègrement dans ce qu'on appelle le mobilier national. On se retrouve aujourd'hui avec des diplomates qui donc ont la possibilité de refaire en quelque sorte le décor de leur ambassade, de leur consulat, ou même un ministre qui peut totalement redécorer en quelque sorte les salons de réception de son ministère, en piochant dans ce fabuleux catalogue de 200 000 œuvres qui appartiennent à l'État. Tout le problème, c'est le jour où les intéressés quittent la fonction, ils se sont tellement attachés au décor qu'ils ont choisi, que finalement ils oublient que ce décor ne leur appartient pas, et que ce sont des biens publics qui appartiennent à l'ensemble de la collectivité. Et voilà comment la femme de l'ambassadeur, au moment de faire les malles, en quelque sorte, confond le mobilier national avec son propre mobilier. L'exemple le plus édifiant que je donne, j'en donne un bon nombre quand même dans le livre, c'est celui de cet ambassadeur de France au Danemark, qui à Copenhague est tellement amoureux d'une paire de commodes estampillées d'une valeur incroyable qu'il fait faire une copie d'une des commodes et que, au lieu de emporter simplement la copie d'un objet qu'il a tellement aimé, ben non, il laisse la copie et il embarque l'original. Aujourd'hui, à l'aune des chiffres du trafic des biens culturels, des peintures, des tableaux, des statues volées, etc., qui est quand même un chiffre qui a fait concurrence environ, d'après les milieux spécialisés policiers et douaniers, on pense qu'on avoisine le trafic de drogue en termes de chiffre d'affaires mondial. Donc on n'est pas dans des petits trafics marginaux, c'est pas le marché, je sais pas quoi, du timbre-poste ou j'en sais rien, on est dans des chiffres absolument colossaux. Et bien, tous ces chiffres, toute cette manne, en quelque sorte illégale, elle vient à 99,99% du milieu qui est supposé être à même, en vérité, de le conserver, de le porter au nu et de le mettre en valeur à la disposition du public, que ce soit dans une fondation privée ou dans un musée financé par l'État. À la bibliothèque du Mont-Saint-Odile, dans les Vosges, Mont-Saint-Odile est aujourd'hui sinistrement célèbre à cause du crash de l'avion, mais c'est surtout à l'origine quand même, au fin fond des Vosges, un monastère absolument incroyable avec une bibliothèque somptueuse, et au fur et à mesure des années, le conservateur de cette bibliothèque, qui est un moine, s'est aperçu que sur tous les ouvrages anciens et d'un prix incroyable, eh bien, il commençait à manquer 5, puis 10, puis 15, puis 20, puis 30, puis sans explication aucune. Le nombre de lecteurs autorisés étant extrêmement limité, il y a 10 places, on est dans une toute petite salle, dans un monastère conçu pour être un peu fortifié au fin fond des Vosges, accroché à flanc de montagne, donc il n'y a pas foule. Et les livres quand même sont vérifiés, on vérifie qui rend quoi et ainsi de suite. Sauf que on s'aperçoit au bout d'un certain temps quand même qu'il y a des manques tels qu'un tiers de la collection des livres précieux a disparu. Là, on monte ce qu'on appelle une sorte de souricière, en quelque sorte. On tente de coincer le voleur. Et on est bien en peine de le coincer, parce que dans la journée, les livres reviennent à leur place, sont rendus par ceux qui les consultent. Alors, les gendarmes, appelés par le père supérieur, finissent par placer une caméra infrarouge la nuit, pour se dire qu'il y a quand même un truc, il y a un mystère qui se passe, donc qui est filmé 24 heures sur 24. Et une nuit, on s'aperçoit qu'il y a, comme dans les meilleurs films policiers, une bibliothèque coulissante, qui se décroche comme ça, une porte dérobée, un type qui sort au milieu de la nuit et qui, hop, se dirige vers les rayonnages, attrape les livres qu'il a sélectionnés visiblement dans la journée et les récupère, les emballe et repart avec une vingtaine de bouquins et referme derrière lui, chloum, la porte comme ça, on se croit dans Indiana Jones. Et au bout de 2 nuits, on a fini par s'apercevoir qu'il ressortait par un tunnel caché dont on avait perdu totalement la trace à l'intérieur du mont Saint-Odile. Il ressortait 500 mètres plus loin à travers des bosquets et qu'il organisait véritablement l'écoulement, on va dire, de ses ouvrages. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, si je puis me permettre, ce qui est à la fois triste et extraordinaire. Ce qui est triste, c'est le pillage qui a lieu comme ça, au vu et au su, en quelque sorte, de tout le monde, sans il a fallu quand même des mois et des mois avant que le monastère ne réagisse, fasse appel à la gendarmerie et qu'on coince l'intéressé. Et entre-temps, on n'a pas retrouvé une grande partie des livres. Ce qui est d'extraordinaire de l'autre côté, c'est que ce type a trouvé l'issue de sortie en consultant un des livres de la bibliothèque dans lesquels il y avait le plan du monastère secret. Évidemment, c'est le premier livre qu'il a volé, puisque c'est celui qui donnait la sortie de secours, en quelque sorte cachée, et que tout le monde avait oublié. Il y a un problème fondamental dans ce pays, c'est l'absence d'inventaire
véritable et sérieux. On s'est aperçu de ce problème parce que, pour information, quand la Bibliothèque nationale de France a déménagé de la rue de Richelieu pour aller à Tolbiac, là où elle est à l'heure actuelle, on s'est aperçu que le dernier inventaire avait plus de 60 ans. Donc, en 1996, le ministère de la Culture décide de lancer une commission dite du récollement. Le récollement, c'est quoi? C'est un terme apparemment technique, mais c'est simple. C'est je prends l'inventaire officiel tel qu'il existe et je pointe. C'est-à-dire je vais dans la cave et je vérifie si oui ou non, quand il est marqué qu'il y a un tableau de Nicolas Poussin, il y a bien un tableau de Nicolas Poussin et à quoi il ressemble, et on le photographie pour être sûr, aujourd'hui, d'en avoir véritablement la trace et pouvoir le suivre. La mission du récollement avait pour objectif de rendre public un rapport au bout de 2 à 3 ans environ. Nous sommes aujourd'hui en 2008. Depuis 1996, 9 rapports ont été rendus au ministère de la Culture, 9 rapports qui sont tous restés confidentiels alors qu'ils devaient être mis sur la place publique. Et le jour où la chose véritablement sera rendue publique, mais je crois que je donne déjà quelques bons coups de butoir, dans cette espèce de fourmilière, quelques bons coups de pied, le jour où elle explosera véritablement et un ministre aura le courage de dire stop, désormais inventaire public et on déballe tout, là on aura véritablement de très très grandes surprises et de très grands déchirements. Les seuls qui ont la liberté de s'exprimer et de taper du poing sur la table sont ceux qui ne font pas carrière dans l'institution muséale. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des professionnels du marché de l'art. Impossible pour Jean-Marie Tsidgui, qui travaille dans une institution muséale d'importance, de signer sous son véritable nom et de ne pas avoir un nom de plume, ayant connaissance de bon nombre d'affaires, de bon nombre de cas qui se chuchotent et dont on sait, sur lesquels on a des dossiers, une vraie matérialité des preuves, etc. Il lui est impossible aujourd'hui de prendre la parole publiquement, sauf à se faire, je vous dis, au mieux placardisé, au pire licencié, et être véritablement sortir en quelque sorte de cette carrière. Très sincèrement, on pourrait faire un volume de 4000 pages. Moi, j'ai fait un tri avec Jean-Marie Tsidgui. On a décidé qu'on allait s'atteler à des affaires sur lesquelles on avait des documents, des pièces, des preuves, des cas similaires, on en connaît énormément d'autres. Et puis depuis que le livre est sorti il y a à peine quelques jours, moi je reçois témoignage sur témoignage. J'en suis presque à me dire qu'il y a de quoi faire un tome 2, parce que je reçois des témoignages depuis quelques jours totalement édifiants et avérés, c'est-à-dire pas des élucubrations, de gens qui me disent bravo d'avoir dénoncé, etc. Alors je ne peux pas publiquement en faire état, mais vous peut-être, etc. Le plus beau quand même des cas de figure qui m'a été soumis et transmis, que j'ignorais il y a quelques jours, c'est celui de ce policier à la retraite qui m'a raconté avoir été appelé un jour par un ministre qui n'est plus aujourd'hui au gouvernement, mais qui l'était il n'y a pas si longtemps, à la suite du cambriolage de son appartement privé. Et le ministre se plaint notamment, dans le descriptif de ce qui lui a été volé, qu'il lui a été volé une peinture flamande d'une grande importance et d'une grande valeur. Et le policier chargé donc, de l'enquête, pas spécialiste de la peinture flamande, va benoîtement consulter un des conservateurs du musée considéré comme véritablement spécialiste du sujet, qui lui dit avec étonnement, mais vous savez où est ce tableau? Et le flic de dire, bah oui, il a été volé chez le ministre dans son appartement privé. Et là le conservateur dit, ça fait des années qu'on le cherche et qu'on l'a prêté et qu'on n'arrive pas à le retrouver, je porte plainte contre le ministre pour vol. Mon propos, c'est pas de faire un catalogue, c'est plutôt de faire, à partir d'anecdotes, de véritables histoires, d'histoires édifiantes, une dénonciation et une mise en perspective de la façon dont on se vante d'avoir le plus beau patrimoine culturel et dont on n'est pas capable aujourd'hui de le conserver.